Merci mille fois Mirko pour ta présentation. Je suis vraiment désolé, très triste que ce soit la dernière que tu puisses faire. Tu n'auras pas à nouveau l'occasion de m'accueillir ici, même si je venais à faire une nouvelle exposition dans ces lieux, puisque c'est un plaisir à chaque fois renouvelé, une fierté de travailler avec le CCA, dans cette institution voulue, définie par la ferme volonté de Phyllis Lambert, que je remercie à nouveau, qu'on ne remerciera jamais assez. Cette institution que tu as conduite avec Giovanna permet de faire des expositions et des projets qui échappent à toute démagogie et qui sont réellement fondés sur la recherche. Donc je remercierai aussi tous ceux qui ont permis cette réalisation, l'équipe du CCA, qui a travaillé de plus près sur l'exposition, Émilie, Elina, Aude, qui ont assuré la coordination, les Francesco Galotti, qui l'a coordonné au nom du département des expositions, Sébastien Larivière et son équipe formidable qui l'a monté dans les derniers jours et qui en a pensé les aspects techniques, Albert Ferré, qui travaille encore sur ce beau catalogue, ce beau livre qui sera publié en français et en anglais dans quelques semaines, et aussi Luba Markovska, qui a fait les traductions et du russe et de l'anglais pour ce livre. Enfin, Reto Geiser et Noémie Mollet, dont vous verrez bientôt la remarquable scénographie. Donc c'est un très beau travail d'équipe qui, à mon sens, est tout à fait unique dans le panorama des musées d'architecture du monde. Alors je voulais aujourd'hui, dans une introduction qui sera peut-être un peu longue, ce dont je m'excuse, j'essayerai d'aller vite et de ne pas répéter ce que vous pouvez voir dans l'exposition, mais plutôt de vous donner des perspectives sur ce que vous verrez. Je voudrais commencer par une image qui nous porte 30 ans en arrière, exactement 30 ans en arrière, c'est la destruction du mur de Berlin. Je ne dirais pas la chute, ce mur n'est pas tombé, il a été démoli il y a exactement 30 ans, mettant ainsi un terme à une guerre froide qui avait duré depuis le milieu des années 40, donc environ 45 ans de guerre froide. Pendant cette guerre froide, l'affrontement, la compétition entre la Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis d'Amérique a été centrale. Et au fond, cette exposition essaye de revenir sur cette compétition en montrant que, contrairement à ce que cette image magnifique de mon ami le graphiste polonais Roman Cislewicz nous laisserait croire, les deux géants n'étaient pas égaux. Les Américains n'ont jamais rêvé, même les plus fanatiques des communistes américains n'ont jamais rêvé de faire une nouvelle Russie aux États-Unis, alors que pour des générations de Russes, l'idée de créer une nouvelle Amérique en mieux, a été à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce thème ? Je voudrais introduire quelques accents autobiographiques pour commencer. En réfléchissant à cette exposition, je me suis dit qu'au fond, la première fois que ma curiosité avait été attirée par cette relation spéculaire entre Amérique et Russie, c'était quand j'avais 12 ans, que j'étais comme tout jeune garçon un passionné d'aviation et que j'étais tombé sur ce petit livre « Les avions russes » publié dans la petite collection Marabout Flash à Bruxelles, où j'avais lu l'étonnante histoire de la copie du Boeing B-29 américain par les soviétiques qui l'avaient reproduit littéralement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et cette opération que l'on nomme reverse engineering en anglais m'avait fasciné complètement. En plus, j'ai fini par découvrir dans les papiers de mon père, et je vous glisse une petite note autobiographique, ce programme qui était celui du meeting aérien lors duquel, en 1947, cet avion copié de l'Amérique avait été présenté aux observateurs occidentaux qui avaient été choqués. Donc mon père était correspondant de presse à Moscou et il avait précieusement gardé ce programme qui figure dans l'exposition et qui pour moi est une petite relique assez émouvante. Mon rapport à la Russie, pourquoi la Russie au fond ? C'est un rapport qui remonte aux années 60. Je fis en 1965, j'avais 16 ans, un voyage d'1 mois en Union soviétique dans une période où la Russie était très optimiste. Khrouchtchev venait d'être débarqué, mais il y avait
les Soviétiques avaient l'impression que 10 ans après la mort de Staline, le pays allait aller vers la démocratie et vers une vie plus facile, ce qui ne se produisit pas. Néanmoins, dans l'architecture de cette époque, et vous voyez ici l'hôtel où j'ai résidé à Moscou, tout nouveau, le camp de vacances au bord de la mer Noire, que j'ai découvert aussi par la suite, on avait l'impression qu'une Russie nouvelle apparaissait. Après cette première découverte, c'est une découverte livresque qui a été fondamentale pour moi, celle des premiers livres qui rendaient compte de l'expérience oubliée de l'avant-garde russe. Le livre de Kopp, d'Anatole Kopp, qui fut un maître et un ami en 1967, le livre de l'Italien Vittorio De Feo, et puis les livres russes que je commençais à lire de mon côté. À partir de 1973, je me suis mis à aller découvrir moi-même les vestiges de l'avant-garde, qui étaient d'abord les survivants. Vous voyez ici Konstantin Melnikov, lorsque je lui rendis visite en juillet 1973, me montrant du doigt son étonnante maison. Donc, d'une part, je suis allé rencontrer les survivants de l'avant-garde, les vétérans de l'avant-garde, et d'autre part, vous le voyez à droite, j'ai commencé à m'intéresser de manière plus politique, je dirais, plus théorique, à ce lien entre la Russie, entre les leaders bolcheviques et l'Amérique, au travers, par exemple, de ce livre de Robert Linhart. Ensuite, et j'en arrête avec ma micro-autobiographie. Ensuite, eh bien, le reste fut de l'histoire. Non pas que le reste a pris une dimension historique, mais le reste de l'histoire, eh bien, c'est que j'ai commencé à l'écrire, cette histoire, en publiant un premier article en 1984, en organisant avec mon autre regretté maître et ami Hubert Damisch ce colloque de 1985, publié en 1993, Américanisme et modernité, et ici, avec les scènes de la vie future de 1995. Donc, vous le comprenez, c'est une vieille obsession qu'il fallait purger. Comme toutes les obsessions, il fallait aller jusqu'au bout pour pouvoir la purger, et c'est cette exposition qui la purge. Alors, de quoi rend-elle compte, cette exposition? Et je vais entrer dans quelques détails. Je commence par cette grande carte faite par les remarquables designers milanais du groupe Folder, qui sont ici aujourd'hui, que je remercie aussi de leur travail. Cette carte nous montre les multiples interactions entre Union soviétique et Amérique, et plus en amont entre Russie et Amérique, les voyages, les trajectoires que vous voyez, vous verrez mieux sur la carte dans les galeries, les trajectoires dans un sens et dans l'autre, les villes américaines qui sont des lieux, des sources, des lieux d'inspiration pour les Russes, les villes russes où les projets américains se projettent. Bref, une matrice très complexe de relations dont la cartographie est donnée dans les galeries de l'exposition. Cette relation, quand commence-t-elle au juste? Elle commence en fait dès la création des États-Unis d'Amérique avec les premiers voyages des Russes, et elle est en quelque sorte théorisée dès 1835 par Alexis de Tocqueville, dont je voudrais placer ce texte en épigraphe du livre et de cette conférence. Tocqueville, en 2 mots, considère que ces 2 nations comparables par leur ampleur, la Russie et l'Amérique, sont vouées à déterminer, à tenir dans leurs mains les destinées de la moitié du monde, chacune de leur côté. L'une, la Russie, fondée sur l'esclavage, la servitude, et l'autre, l'Amérique, fondée sur la liberté. Donc, très tôt, les observateurs les plus lucides avaient compris qu'il se passerait quelque chose entre ces grandes nations. Et les bolcheviks eux-mêmes, qui entendaient construire un nouveau monde, je prends l'exemple ici de Trotsky, je pourrais parler aussi de Lénine, de Staline et de Boukharin, qui tous ont eu des mots très forts sur l'importance de l'Amérique pour former la Russie neuve. Le plus clair est sans doute Trotsky, qui déclare en 1924, dans cette phrase admirable, que le bolchevisme américanisé écrasera l'américanisme capitaliste. Donc l'idée qu'il y aurait une sorte d'essence de l'américanisme qui puisse être retournée contre l'Amérique elle-même, c'est ce que Trotsky a avancé. Et tous ces dirigeants bolcheviques, certains d'entre eux, Trotsky, Boukharin, par exemple, avaient vécu à New York, ont été fascinés par l'idée de transférer l'efficacité américaine en Russie. Alors l'histoire
est une histoire, et j'évoque des personnages qui figurent dans l'exposition, est une histoire de contact, de voyage, de consultants. Le premier consultant technique des Russes, c'est George Washington Whistler, ingénieur des chemins de fer, qui conçoit le premier chemin de fer de Pétersbourg à Moscou. C'est le père du peintre James Whistler qui fait ses premières études à Moscou. Un des derniers consultants dans mon histoire, c'est Raymond Loewy, le légendaire designer industriel, qui va aider les Russes à développer leur design dans les années 70. Mais l'américanisme, ce terme que j'utilise avec son K et son Z pour le rendre plus exotique, opère aussi dans le domaine de la culture populaire. Le cinéma américain envahit les écrans russes dans les années 20, où près d'1 millier de films américains sont diffusés et seulement 500 ou 600 films soviétiques. Donc ici, un film dont on a un extrait dans les galeries qui évoque le voyage triomphal de Mary Pickford et Douglas Fairbanks à Moscou en 1926, sans les montrer. L'américanisme russe, il est aussi filtré, et c'est important, c'est une autre hypothèse de l'exposition, par l'Allemagne. Pendant une quinzaine d'années, il n'y a pas de relation diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Et c'est par l'Allemagne qu'arrivent en Russie les images de l'Amérique. Les images qui sont celles que publie Erich Mendelssohn à gauche, ou les images de l'architecture californienne diffusée par Richard Neutra à droite. Voyage, je le disais, voyage des hommes, voyage des marchandises. Du côté des hommes, très rares sont les soviétiques qui ont la chance d'aller aux États-Unis. Certains d'entre eux en tirent des enseignements totalement déterminants pour l'architecture russe. C'est le cas ici de Boris Yofan, l'architecte du monstrueux palais des Soviets dont personne ne regrette l'abandon et qui a été à New York chercher une assistance technique pour le construire et qui a noté, a dessiné les sommets, les couronnements des gratte-ciels de New York dans son carnet. Mouvement et flux des marchandises également, notamment avec le pré-bail qui, pendant la guerre, va permettre le transfert à l'Union soviétique de 18 millions de tonnes d'équipements, mais aussi de nourriture et de vêtements, qui permettront à la Russie non pas de gagner la guerre, elle l'aurait gagnée au prix de sacrifices humains considérables, mais l'aura aidé considérablement, comme Staline le reconnaîtra lui-même. Alors, cette histoire, elle est ponctuée, et c'est très important de le dire. Ce fut un point de discussion avec mon vieil ami Mirko pendant de longues réunions. Beaucoup de livres, trop de livres. Des livres partout, vous le verrez. Pourquoi des livres ? Eh bien, parce que la connaissance de l'Amérique, pour beaucoup de Russes, elle était livresque. Ils ne pouvaient pas y aller. Elle était livresque ou cinématographique. Et donc, il y a eu beaucoup de livres qui ont été sans cesse réédités et ruminés. Ici, le livre que le poète Mayakovsky écrit en revenant de New York en 1926, première édition avec une couverture constructiviste de Rodchenko, nouvelle édition dans les années 50 avec un aspect un peu noir et sombre, autre édition ici, le livre de Maxime Gorky, qui est un livre violemment anti-américain après son voyage de 1905, édition originale, muette, édition qui fait peur avec cette image de l'Elevated et d'un type oisif et d'un policier avec son bâton, une Amérique qui tape sur les pauvres, et puis une Amérique avare, âpre au gain, avec cette montagne d'or qui correspond au récit que fait Gorky de New York. L'américanisme, ce sont aussi des images. Ce sont aussi des images, notamment ces images des chantiers russes qui sont inspirées de celles que l'on a publiées des chantiers américains, ici à Kharkov, ici dans le ciel de Moscou. Vous les verrez dans l'exposition. L'américanisme, ce sont aussi d'étranges objets, ce sont aussi des expériences mobilisatrices ou héroïques, par exemple celle des premiers vols en avion. Ici, le premier avion russe est arrivé à New York après avoir voyagé pendant près de 2 mois.
à la fin des années 20. Vous le voyez représenté sur le background de Manhattan. Ici, l'objet qui ouvre l'exposition, un vase qui commémore le premier vol, cette fois-ci rapide, non-stop, entre la Russie et l'Amérique en 1938. Cette idée d'une fraternité au-dessus du pôle que montrent très bien les cartes, le cadrage des cartes de Folder est une idée importante. L'idée enfin, et j'en termine sur cette introduction à mon introduction, le parallèle enfin entre les villes russes et les villes américaines dans une relation que je nomme pour ma part une relation d'interurbanité, celle qui fait que des villes comme Paris, Londres ou New York sont copiées par d'autres villes dans le monde après que Rome ou Venise l'aient été. Eh bien, les villes américaines sont copiées par les Russes. Voici une double page qui vante les charmes de Novosibirsk, le New York de la Sibérie. Mais cette ville de Novosibirsk sera aussi nommée plus familièrement Sibtchik, le Chicago sibérien. Donc il y a une très forte identification aux villes et aux objets américains. Alors maintenant, dans la diachronie, dans le déroulement du temps, quelques points de repère. Le 19e siècle, l'américanisme russe, qui est un phénomène intense dans la période bolchevique et intense mais masqué dans la période stalinienne, dans la deuxième période bolchevique, apparaît au 19e siècle. Tous les révolutionnaires russes vantent les mérites de la République américaine. Et au fond, le rapport spéculaire, il se manifeste, j'aurais pu le dire au début, en montrant les deux Superman, dans le sigle même qui est choisi pour le nouvel État créé par Lénine. En effet, dans les années 20, il était fréquent de dénommer les États-Unis d'Amérique du Nord, en 4 lettres, USNA. Et c'est exactement l'inspiration du sigle USSR, URSS, 4 lettres aussi, un sigle parallèle à celui de l'Amérique. Et donc ce parallélisme, il apparaît dans les écrits de Herzen, qui est le premier révolutionnaire russe, critique vis-à-vis de l'esclavage dans le Sud, comme tous ses camarades, mais favorable à la démocratie, Tchernychevski, révolutionnaire et écrivain, Mikhail Bakounine, théoricien de l'anarchisme, qui traverse les États-Unis entre son exil sibérien et l'Europe. Donc, il y a une Russie une Amérique que se plaise à célébrer les révolutionnaires russes et qui passe, par exemple, un rapport qui passe par la traduction de très nombreux livres progressistes américains. Il y a aussi une scène initiale, une scène d'ouverture, c'est l'exposition de Philadelphie en 1876 que visite Dmitri Mendeleïev, le grand chimiste russe, qui en tire comme conclusion, alors qu'il travaille sur l'industrie du pétrole, que c'est l'Amérique que la Russie doit rattraper, et plus l'Allemagne, l'Angleterre ou la France, qui ne sont pas à sa hauteur. C'est l'Amérique qu'il faut observer. Il est accompagné en 1876 par le jeune ingénieur Vladimir Choukhov, remarquable concepteur de structure que l'on a souvent comparé à Gustave Eiffel, qui lui aussi découvre les ressources de l'industrie américaine et qui sera, je le montre car c'est le seul contre-exemple ou un des rares contre-exemples dans mon récit, il sera le seul russe à vendre de la technologie avancée aux Américains avant longtemps, notamment la technique de ces mâts, de ces structures réticulées, de ces structures en treillis métalliques, sera acheté par la marine américaine pour équiper ses croiseurs. Le capitalisme très dynamique de la Russie avant 1914 est un capitalisme qui voit une assez grande présence du capital américain, une présence très visible dans les villes, par exemple celle de la compagnie Singer, qui vend des machines à coudre à toute la Russie et qui construit sur la perspective Nevsky à Saint-Pétersbourg le premier immeuble russe à ossature de métal et avec un ascenseur électrique. Donc il y a un lien fort entre l'innovation architecturale dans cette période et la présence du capital américain. Donc avant 1914, que se passe-t-il ? Les liens avec l'Amérique sont multiples. D'une part, si certains comme Gorky dénoncent la brutalité du capital américain, d'autres voient dans l'Amérique le modèle d'une Russie de l'avenir. C'est par exemple le propos du poète Alexandre Blok,
qui écrit en 1912 un poème intitulé « La Nouvelle Amérique », et dans lequel il identifie à l'Amérique les industries du Donbass qui se développent alors. Mais l'Amérique, c'est aussi, encore une fois, la culture de masse. Et la Russie, d'avant la Révolution, est par exemple inondée par des centaines de milliers d'exemplaires des aventures de Nat Pinkerton ou de Nick Carter, des romans policiers qui sont les romans les plus populaires et que l'on trouve dans tous les kiosques de gare de l'époque, à tel point que dans la période bolchevique, Boukharine demandera, exigera que les écrivains créent des Pinkerton rouges pour faire pièce aux Pinkerton capitalistes. Alors une dernière image importante de cette période, 1917, en octobre 17, au moment même où intervient la révolution bolchevique, un journal de Saint-Pétersbourg, de Pétrograd plutôt, publie cette image de camarades démocrates, Ivan et l'oncle Sam, se serrant la main sur le fond du paysage de New York. Une illusion, évidemment, la révolution russe ne sera démocratique que pendant quelques mois, et le coup d'État bolchevique d'octobre 17 aboutira à la création d'un régime à poigne très forte. Mais ce qui est important et souvent oublié est que beaucoup des cadres, des milliers de cadres des premiers gouvernements et des premières équipes au pouvoir dans la Russie après 17, beaucoup de ces gens étaient des émigrés qui étaient passés par l'Amérique. Des milliers d'entre eux, bolcheviques, souvent juifs, avaient fui les États-Unis et sont revenus construire le socialisme avec une très bonne expérience du capitalisme américain. C'est le moment où précisément les méthodes avancées du capitalisme américain, qui avaient été diffusées avant 1914, jouent un rôle déterminant dans la jeune Union soviétique. Les Russes traduisent les livres de Frederick Winslow Taylor, l'inventeur de l'Organisation scientifique du travail, avant 1914. Vous voyez ici, vous le verrez dans l'exposition, le catalogue de ces publications. Ces livres sont publiés en russe, un an après l'édition originale américaine, ce qui est extraordinaire, même par les standards d'aujourd'hui. Certains agents diffusent le taylorisme en Russie. C'est le cas de Walter Polakov, ici, typique bolchevique juif émigré aux États-Unis, qui revient pour aider les Russes à assimiler le taylorisme et assimiler aussi des instruments de gestion comme le célèbre diagramme de Gantt, qui va être un instrument privilégié de la planification soviétique. Les Russes sont également inspirés par le travail de Frank et Lillian Gilbreth et leur travail sur les études du mouvement des ouvriers ou des ouvrières. Gilbreth utilise cet extraordinaire objet, le chronocyclographe, qui permet, en attachant une petite ampoule à la main de l'ouvrier ou de l'ouvrière, de suivre ses mouvements dans le noir et d'en améliorer la productivité. Eh bien, les Russes sont absolument fascinés par cela. Je voulais faire venir cette machine que j'ai trouvée à la bibliothèque de l'université de Purdue dans l'Indiana. Cela s'est révélé impossible et je le regrette, mais vous la voyez ici, vous en voyez ici la photographie. Regardez ce que font les Russes avec. Vous voyez qu'ils regardez à nouveau la petite ampoule, le fil et ces images du mouvement de l'ouvrière. Ici, dans un autre ouvrage, vous voyez également publié par l'Institut central du travail, qui est créé alors pour rationaliser la jeune industrie soviétique. Vous voyez comment, à partir de ces représentations photographiques, ce psychologue du travail fabrique des représentations qui ressemblent étrangement aux nus descendant un escalier de Marcel Duchamp, en partant de prémices évidemment complètement différentes. Donc le travail dans la Russie nouvelle, il est fortement déterminé par les idéologies américaines, et notamment celle de Ford et Gilbreth. Dans le même temps, la présence américaine prend d'autres formes. Le jazz, dont je ne dirai pas grand-chose aujourd'hui, cela pourrait être une exposition ou un film en tant que tel. Le jazz est immensément populaire à partir de la tournée que font en Russie les musiciens de l'orchestre de Sam Wooding en 1927. Le jazz restera populaire jusqu'à la fin de l'Union soviétique, tellement populaire que dans la deuxième moitié des années 30, il sera interdit et les saxophones confisqués. Les saxophones seront bannis des orchestres soviétiques car étant des instruments décadents. La présence américaine, c'est aussi
celle de capitalistes et de techniciens dans les années 20. À droite, les illuminés, les socialistes, militants, ouvriers ou ingénieurs qui créent la colonie industrielle américaine dans le Kouzbas, qui fonctionne pendant plusieurs années, où ils créent de toutes pièces une base d'industrie sidérurgique. Et à gauche, le travail de Armand Hammer, jeune capitaliste et communiste, c'était pas contradictoire, qui crée une légendaire usine de crayons à Moscou. Plus fort encore, le plus grand chantier du plan quinquennal qui se déploie entre 1928 et 1932, c'est le barrage sur le Dniepr, qui est construit grâce à la présence et à la conduite du colonel Hugh Cooper, qui avait été l'ingénieur en chef du barrage Wilson sur le Tennessee. Le Wilson Dam était le plus grand du monde, le Dniepr, celui sur le Dniepr, c'est encore plus grand. Dans cette phase de l'industrialisation de la Russie, que se passe-t-il? Eh bien, le gratte-ciel devient un enjeu et certaines organisations créent des cités de gratte-ciel. Ici, le Gazprom de Kharkov, présenté tour à tour comme un exemple de gratte-ciel soviétique ou comme un exemple de city, à l'image de Londres, de city soviétique. Le gratte-ciel est discuté à partir des publications de Mendelssohn sur New York et Chicago comme permettant, ici c'est un article très important de Rodchenko, comme étant une sorte de laboratoire qui permet de transformer complètement la vision photographique. Quant aux constructivistes, aux architectes constructivistes, eh bien, ils s'arrêtent quant à eux sur les études de mouvement de Gilbreth. C'est ce que fait Moïse Ginsburg quand il publie, quand il s'intéresse à la méthode fonctionnelle de projet, eh bien, il reproduit des schémas d'organisation d'usines ou des schémas issus du taylorisme de déploiement des cuisines qui avaient été publiés en Allemagne. Donc le modèle industriel investit toute la réflexion des architectes des années 20, vous le verrez dans l'exposition, quelle que soit leur tendance. On voit aussi ces idées s'emparer de la réflexion urbanistique, les fameux désurbanistes qui, à la fin des années 20, considèrent que les villes sont capitalistes par essence et qu'il faut fabriquer un territoire décentralisé, ont une source d'inspiration qui est la politique de décentralisation de Ford, qui est littéralement citée par Mikhail Orchitovitch, qui est le théoricien de ce plan pour Magnitogorsk. Orchitovitch est en contact avec ce très important personnage, qui est un bolchevique automobilisé, fanatique de l'automobile, qui organise des rallyes, qui crée la première revue d'automobile soviétique, qui existe toujours, Za Rulyom, au volant, et qui publie des pamphlets comme celui-ci, Voiture américaine ou carriole russe. C'est lui qui convaincra Staline de lancer en masse la production d'usines. Ce qui se passe au travers de la captation de l'expérience de Ford. Et ici, vous voyez 2 livres de Ford publiés dans les années 20 et qui connaissent des tirages équivalents à ceux des œuvres de Lénine. À tel point qu'un journaliste américain, Maurice Hinders, pourra dire qu'en Russie, les paysans connaissent plus le nom de Henry Ford, l'homme qui a mis des tracteurs en fer dans leurs champs, que le nom de Staline et des dirigeants bolcheviques. Sans doute exagéré, mais il est vrai que Ford a une popularité immense pendant que ses produits sont copiés. Ici, vous voyez la copie russe du tracteur Fordson à gauche sur une revue technique, et à droite, cette extraordinaire image des usines Poutilov de Leningrad, où la production de ces tracteurs se fait pratiquement à la main, sans que les Russes, à ce moment, soient capables de reproduire les chaînes de Ford. Alors, ils vont, pour cela, pour approprier l'industrie américaine, créer toute une série de relais. Et l'un d'entre eux, dont je parle dans l'exposition, est, par exemple, le relais de la société Amtorg, qui, basée à New York, importe massivement des technologies américaines en Russie. Vous voyez cette revue qui est publiée en russe, qui sera publiée sans interruption de 1924 à 1948 et qui diffuse les images de l'industrie américaine comme une sorte de catalogue permettant aux directeurs d'usines soviétiques de faire leur marché. Regardez à droite le frontispice de la revue.
C'est une assez jolie illustration architecturale qui est due à un des personnages les plus étranges de toute cette histoire, qui n'en manque pas. En effet, c'est une épopée humaine, avec des dimensions tragiques, parfois, j'y reviendrai. Ce personnage s'appelle Vyacheslav Oltarzhevski, jeune architecte russe. Il va passer une dizaine d'années à New York, où il travaillera à des projets de gratte-ciel et publiera des planches magnifiques qui sont dans l'exposition sur la scène architecturale de New York. Au travers d'Amtorg, pour la société pour laquelle Oltarzhevski travaille, les Russes négocient l'acquisition des technologies de Ford. Et avec les technologies de Ford, ils négocient l'acquisition de l'architecture de Ford. Donc, si vous voulez, c'est un double mouvement. Autour de 29-30, les Russes achètent les usines, clé en main, et mettent au travail Albert Kahn, qui est l'architecte de Ford et de General Motors. Leur modèle est alors la très grande usine construite pour Ford par Kahn à Dearborn, River Rouge, la plus grande usine du monde, qui donne aux Russes le modèle du kombinat, de la grande usine intégrant verticalement toutes les productions, qui sera à la base de toute l'industrie lourde soviétique des années 30 jusqu'aux années 70. Alors cela donne l'usine d'automobile de Gorky, de Nijni Novgorod, plus tard baptisée Gorky, dessinée par Kahn et construite par l'Austin Company, l'usine de tracteurs de Stalingrad, et dans l'exposition vous verrez ces photos qui viennent des archives de Kahn à la Bentley Library de l'Université du Michigan, qui nous montrent les hommes de Kahn sur le terrain. Kahn construit la plus grande usine de tracteurs du monde, l'usine de Tcheliabinsk, qui, pendant la guerre, sera très rapidement transformée en usine de tanks et permettra aux Russes de gagner les grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale. Kahn crée un bureau à Moscou, dans l'immeuble que voici. L'immeuble est toujours là, le bureau est parti. Dans ce bureau, les ingénieurs et les architectes de Kahn formeront 3 ou 4 000 techniciens soviétiques qui prendront le relais et qui ensuite diffuseront dans toute l'industrie soviétique les techniques et les modèles imaginés en Amérique. Vous voyez ici, par exemple, un manuel de projet russe du milieu des années 30 où toutes les techniques de Kahn sont diffusées, sont développées et deviennent une matière obligatoire pour tous ces jeunes techniciens. Au seuil des années 30, et il faut toujours avoir à l'esprit que l'américanisme positif a un double qui est l'anti-américanisme, ou plutôt la critique de l'Amérique. Évidemment, la crise de 29 amène à tout à fait d'autres images sur le devant de la scène. Images de files de chômeurs à gauche, l'image à droite qui horrifie les Russes, qui essayent à tout prix de construire une industrie automobile. C'est l'image des voitures qu'on détruit avec des bombes d'avion pour les retirer du marché, parce qu'il y en a trop. Donc un anti-américanisme assez violent qui n'empêche pas que pendant une quinzaine d'années, les Russes vont se donner comme tâche de construire, pour célébrer le régime, une sorte de grand gratte-ciel perché au-dessus d'une gigantesque salle de spectacle en plein Moscou. C'est le projet de Palais des Soviets, dont l'architecte sera du début à la fin Boris Yofan, qui sera un génial manipulateur, imaginant des grands concours internationaux, ayant comme seule fonction de le légitimer. Donc le premier projet de Yofan en 1931, à gauche, c'était déjà un gratte-ciel. Son projet final à droite, qui a failli être, dont le chantier a commencé, c'était aussi un gratte-ciel, mais perché sur, comme je l'ai dit, un grand auditorium. Pour le concours qui est organisé en 1931-1932, les Russes demandent au président de l'American Institute of Architects une liste de gens à inviter. Et ils invitent toute une série de professionnels américains, puis d'autres se présentent spontanément. Et ce concours, ce que les dessins conservés au musée d'architecture de Moscou, je remercie encore Lisa Lekhatchova de nous avoir donné accès à ces documents, ce que montrent les dessins conservés à Moscou, c'est le délire des participants américains, certains franchement médiocres et effrayants, avec ce projet de lame qui ressemble à l'épouvantable gare de Milan, par exemple, d'autres totalement
grotesques, comme ce projet en forme d'étoile accumulée à droite. D'autres sont beaucoup plus intéressants et sont parmi les premiers grands monuments modernes étudiés dans cette période. Le projet de Stonehorst et Kastner à gauche avec des câbles, le projet de Simon Brainers, qui est un jeune architecte lié à Buckminster Fuller, avec un toit en roue de bicyclette qu'il finira par réaliser à New York. C'est lui qui construira le Madison Square Gardens à New York avec le même principe. Et ici, le projet de, sans doute un des plus beaux dessins de l'exposition, le projet de Joseph Urban, qui était le principal metteur en scène, le principal décorateur des musicals de Broadway. Les Russes vont le voir car c'est ce qu'ils ont envie de recréer à l'intérieur de ce palais des Soviets. Enfin, un jeune architecte du nom de Hector Hamilton, vous voyez ici son projet présenté par les charmantes collègues du musée d'architecture de Moscou. Vous voyez la taille de ces dessins envoyés à Moscou en 1932 par Hamilton, qui est déclaré vainqueur avec deux autres architectes, dont Iofan, parce il était important symboliquement de montrer que les Russes triomphaient des Américains. Mais il est très rapidement mis de côté. Et Iofan, qui gagne le concours, quant à lui, va à New York étudier les fondations, les systèmes électriques, les techniques de construction métallique des gratte-ciel. Voici à nouveau son carnet de croquis. Voici les dessins qu'il réalise pour développer son projet, qui devient de plus en plus vertical. Alors à la fin des années 30, et j'avance rapidement dans le temps, des phénomènes contradictoires apparaissent. Oltarjevski, dont j'ai parlé, ce jeune architecte revient des États-Unis. Il est chargé de faire le plan de l'exposition agricole de Moscou, une sorte de foire permanente célébrant les réalisations de l'agriculture soviétique. Il dessine ce pavillon de la mécanisation. Il dessine le pavillon central qui est largement inspiré de la foire, de la Fair de Chicago de 1933 qu'il avait visité. Mais il a un problème. Son chef, le commissaire du peuple à l'agriculture, est arrêté, fusillé et lui envoyé au Goulag. Et au Goulag, à Vorkuta, qui est une ville du Goulag vouée à l'exploitation du charbon, eh bien, il continue à faire de l'architecture. Ici, deux dessins que l'on trouve au musée d'architecture de Moscou, d'Oltarjevski, donc qui continue sa vie dans une espèce de nostalgie de l'Amérique en dessinant des projets en tant que prisonnier, avant que de pouvoir revenir à Moscou en 1943. Dans cette période, qui est la période des purges, qui est la période la plus violente, la plus sanglante de la répression stalinienne, beaucoup des agents de l'américanisme sont liquidés, sont fusillés. C'est le cas pour beaucoup d'ingénieurs qui avaient été en Amérique, comme Gurievich, qui avait été le premier directeur de l'usine de Tcheliabinsk. C'est le cas pour les deux signataires des accords avec Ford, Mejlaouk et Braun. C'est le cas de l'urbaniste Okitovitch et de son inspirateur Obolensky. Donc il y a des dizaines, je dirais, au même moment où les Russes continuent à s'approprier la technologie américaine, dans le même temps, beaucoup des agents de ce rapprochement ont été éliminés. C'est le moment aussi où l'américanisme se diffuse dans le cinéma. Le boss du cinéma soviétique, Boris Choumiatsky, inspire la création de films musicaux avec l'idée qu'il faut faire rire les prolétaires. Ça suffit que les films sérieux à la Eisenstein, ça suffit, c'est casse-pied, il faut trouver un public populaire et pour ça s'inspirer des comédies musicales et des dessins animés de Disney. C'est par exemple, ce que fait Alexandrov avec la comédie, la jazz comédie, comme disent les Russes à l'époque, Les Joyeux Garçons, dont on a un petit extrait dans l'exposition. Et Choumiatsky va plus loin, et ici c'est un projet que j'aurais aimé montrer plus dans l'exposition, qui est à bien des égards fantastique. Choumiatsky, vous le voyez ici, donc patron du cinéma, ennemi d'Eisenstein, va en 1935 à Hollywood. Il rapporte beaucoup d'images d'Hollywood, il publie 2 ou 3 livres sur Hollywood, et il propose de créer un Gollywood russe sur les bords de la Crimée. Pourquoi ? Parce que le climat permet d'y tourner toute l'année comme à Los Angeles. Et voici le plan de la ville qu'il appelle Kinogorod, ça se traduit en italien par Cinecittà ou Cinéville, et Staline appuie le projet à fond, et c'est Moïse Ginsburg, le chef de file des constructivistes, qui fait le projet, qui le dessine.
Enfin, 2 autres voyages très importants dans la culture de masse soviétique, culture de masse de la Russie de la période soviétique. Le voyage des 2 écrivains satiristes, Ilf et Petrov, qui découvrent l'Amérique à hauteur d'homme, à un étage. Ça n'est plus l'Amérique des gratte-ciel, c'est l'Amérique des petites maisons. Ils la découvrent en automobile, en traversant l'Amérique en voiture et en écrivant dans le journal populaire Agagnoc leurs impressions. Ils font avec tout cela un livre qui sera un des plus grands best-sellers de l'édition soviétique. Pourquoi ? Parce qu'il alimente la fin FAIM des soviétiques pour une Amérique vue de près, une Amérique concrète, une Amérique quotidienne. Vous voyez ici les images faites par Ilf sur la route et des images de Los Angeles et d'Hollywood qui semblent attirer les soviétiques comme des mouches dans cette période. Enfin, un dernier voyage dans les années 30 tout à fait extraordinaire, c'est celui d'Anastas Mikoyan, un des lieutenants de Staline que vous voyez ici, qui était passionné par l'alimentation. Il était responsable des industries alimentaires. Il était tellement passionné par l'alimentation que Staline a dit de lui, pour Mikoyan, manger une bonne glace, c'est beaucoup mieux que la construction du communisme. Alors, que fait Mikoyan ? Il est mandaté par Staline pour aller mener l'enquête et il rapporte des États-Unis, après avoir passé 3 mois sur les routes avec une douzaine d'ingénieurs, des usines de mayonnaise, comme vous voyez à droite, des usines de glace industrielles, vous voyez ici les affiches que son administration publie, des saucisses industrielles, dont tout le monde se souvient dans la Russie d'aujourd'hui encore, des côtelettes à la moscovite qui sont tout simplement des hamburgers, et enfin une préparation rouge qui s'appelle le ketchup, que vous voyez à droite. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est un moment tragicomique. Les bolcheviks engagés qui sont allés en Amérique et qui ont permis l'industrialisation de la Russie sont fusillés, et dans le même temps, la vie quotidienne, des tentatives pour l'américanisation de la vie quotidienne interviennent. Mikoyan inspire directement la publication de ce livre de la nourriture savoureuse et saine en 1939, réédité des dizaines de fois, et qui donc donne un peu le mode d'emploi de tous ces produits. Vous voyez, j'aime beaucoup cette planche avec les glaces alignées comme si c'était un plan masse de quartier d'habitation. Et donc, c'est véritablement un transfert massif en termes de vie quotidienne qui s'opère, même si la Russie est loin, dans cette période, d'avoir accès à une nourriture abondante. La guerre, eh bien, de nouveaux rapports se nouent. 2 jours après l'attaque de Hitler contre l'Union soviétique en juin 1941, les Américains signent l'accord de pré-bail qui va permettre le transfert de 18 millions de tonnes de matériel vers la Russie. Des avions, vous en voyez ici une masse à Edmonton, c'est mon image canadienne, sur la route de l'Alaska et de la Sibérie, mais aussi du ragoût de porc, vous le voyez à droite, qui va nourrir les Russes des jeans, des tanks, des avions, des locomotives, des wagons de chemin de fer. Staline sera lui-même forcé d'admettre que cette contribution aura été non pas la seule à permettre la victoire des Russes, cette victoire elle aura un prix, 20 millions de morts, mais cette contribution sera déterminante. Pendant la guerre, avant même que la guerre soit terminée, l'idée de la reconstruction, rassurez-vous, j'approche de la fin de cette histoire, donc avant même que la guerre soit terminée, les architectes russes imaginent la reconstruction d'un pays dont toute la partie occidentale a été dévastée par les nazis, et ils s'intéressent aux exemples américains. Ici, Rieger publie un petit livre sur l'aménagement des villages, illustré par la ville de Greenbelt, Maryland, construite pendant le New Deal. À droite, en 1945, une conférence sur la reconstruction russo-américaine est organisée à New York, où on discute beaucoup de préfabrication. En 1945, toujours, le comité des architectes du Conseil national de l'amitié américano-soviétique prépare une exposition pour l'envoyer à Moscou. Vous voyez cette exposition assez prosaïque, préparée par Corbett, architecte new-yorkais, très grande asperge, et le tout petit
le tout petit Friedrich Kiesler, génial artiste d'origine viennoise émigré à New York, qui avait fait un projet bien plus amusant que voici, et dont on a les dessins dans l'exposition. Ce projet coûteux et un peu délirant, très difficile à faire entrer dans des caisses pour l'envoyer en Russie, est abandonné, et l'exposition est présentée sous une forme plate. Mais elle est absolument déterminante dans la perception russe de l'Amérique de l'après-guerre, comme le sont ces dernières publications d'Amtorg, un volume en 1945 sur la construction américaine, à la fois l'urbanisme et les constructions préfabriquées. C'est un moment où les Russes imaginent que la Russie de l'après-guerre, l'Union soviétique de l'après-guerre, va prendre un visage américain. Et c'est aussi un moment où, à nouveau, dans la culture de masse, l'américanisme se diffuse, notamment au moyen des films confisqués, pris par les Russes à Berlin. La popularité de Tarzan sera considérable. Ce sont des films que les Allemands avaient importés pendant la guerre. Les Russes les prennent, les retitrent, ou parfois laissent les titres allemands, ajoutent des titres russes, et ils sont diffusés, deviennent très populaires, à tel point que les jeunes moscovites s'apostrophent sur la rue Gorky, qu'ils rebaptisent Broadway, en se donnant du Tarzan et Jane. Donc, évidemment, tout ça est assez dangereux à un moment où la campagne anti-cosmopolite et anti-américaine fait rage. Je l'illustre dans l'exposition avec quelques photomontages et aussi cette affiche qui nous montre l'Amérique comme un lieu extrêmement dangereux où il se commet énormément de crimes tous les jours. Alors, une sorte de chiasme peut être repéré dans cette culture architecturale et culture de masse soviétique de la fin du stalinisme, entre 1947 et 1953. D'un côté, dénonciation de l'Amérique, de l'impérialisme américain, nouvelles publications avec des couvertures effrayantes des classiques comme Gorky et Mayakovsky, vous les verrez dans l'exposition. Dans le même temps, dans le concret de l'architecture, eh bien, les règles américaines s'imposent. Toujours notre ami Oltarjevski, qui a été libéré du goulag parce que l'ambassade américaine a demandé de ses nouvelles et que Staline n'avait aucune raison de refuser quoi que ce soit aux Américains parce qu'il avait besoin de leurs avions, eh bien, Oltarjevski publie l'équivalent du Neufert ou de l'Architect Graphic Standards en présentant des planches qui s'inspirent des luncheonettes de New York ou des tracés de voies et des stations-service américaines. Et surtout, le Conseil des ministres de l'URSS décide en 1947 de créer un anneau de gratte-ciel autour de Moscou. Vous verrez ce grand dessin polonais qui présente l'anneau de ces gratte-ciel, un anneau qui trouve son origine dans la lecture que certains avaient fait en 1934 de ce projet très étonnant de Hugh Ferris pour la métropole de demain, qui était en fait une critique de New York, une critique de Manhattan et du groupement de l'agglutination des gratte-ciels à downtown, l'idée que la ville de l'avenir serait faite de centres spécialisés de l'art, des affaires, des sciences, représentés par des gratte-ciels. C'est ni plus ni moins ce qui se passe à Moscou. Et l'on voit cette espèce de désir de skyline de façon extraordinaire, à mon avis, dans cette publicité pour la première voiture soviétique de l'après-guerre, la Pobieda, qui est elle-même une copie d'un modèle de 1942 de Ford. Et vous voyez que tous ces gratte-ciels sont groupés derrière, concentrés derrière, comme si c'était une seule ville verticale et pas du tout une ville éclatée comme on le voit ici. Donc c'est à nouveau une expression de ce rêve, de cette projection, de ce fantasme de l'Amérique qu'on y trouve. C'est alors aussi, et j'en termine avec l'Union soviétique post-stalinienne, après la mort de Staline, c'est le moment où les voyages reprennent. Au fond, il y aura eu des voyages significatifs d'architectes en 1905, en 1925, en 1935, en 1945, en 1955, en 1965. C'est bizarre, ça tombe toujours sur des millésimes qui se terminent en 5. En 1955, c'est le premier voyage lors duquel les architectes et ingénieurs américains découvrent le Manhattan de l'après-guerre et les grandes villes comme Los Angeles ou autres. Alexander Vlasov, qui fait partie de
du voyage fait scandale car il quitte sans permission la délégation pour aller rendre hommage à Frank Lloyd Wright, qui sera très fier de l'histoire et qui écrira à son propos « Ce Russe était vraiment très bien car il m'aimait. Il était trop bon pour être russe », écrit-il littéralement dans ce journal. C'est le moment aussi, à nous, et vous voyez que j'oscille, je passe sans cesse de la culture de l'élite ou de la culture technique à la culture de masse, c'est le moment où l'émission de radio la plus populaire pour tous les jeunes et moins jeunes soviétiques, c'est l'heure de jazz de la Voix de l'Amérique. Willis Conover, son producteur et son speaker, comme on dit en français, sera l'américain le plus populaire dans toute la Russie pendant très longtemps et dans tout le bloc de l'Est. C'est le moment aussi où apparaissent les styliagas, c'est-à-dire les chasseurs de style qui trafiquent, qui s'habillent à l'américaine, et tous ceux qui trafiquent pour les alimenter. Cette publicité à droite est tout à fait amusante. Elle nous montre cette âme à vendre du trafiquant. Mais les choses prennent aussi une dimension monumentale et spectaculaire en 1959, qui est la grande manifestation la première grande manifestation par laquelle l'Amérique se présente elle-même aux Russes, avec une exposition qui dure pendant l'été, au centre de laquelle se trouve un dôme géodésique de Buckminster Fuller, une exposition où les Américains présentent aux Russes des objets de consommation courante avec comme objectif de les tenter, de les séduire, de les amener à contester un pouvoir communiste qui ne leur donne pas ce genre d'équipement. Les Russes sont très frustrés car ils voulaient voir des machines, voir des avions, voir des satellites. Ils ne voient que des téléviseurs. Mais ils voient aussi dans des tranches lucarnes formées sur le modèle des téléviseurs ce spectacle extraordinaire de la vie quotidienne en Amérique. 11 minutes et demie, 2200 diapositives rassemblées par Charles et Ray Eames, qui leur présente la vie quotidienne de l'Amérique dans toutes ses dimensions. Et vous verrez ce film intégralement dans l'exposition. C'est aussi lors de cette exposition que se déroule le légendaire dialogue dans la cuisine entre Khrushchev et le vice-président Nixon, dans lequel ils essayent de savoir quel régime est le plus libérateur vis-à-vis des femmes. À la suite de cette exposition, beaucoup d'autres sont organisées en Russie. Des expositions sur l'architecture américaine, par exemple celle que conçoit Arthur Drexler, le curator du MoMA en 1965. Les premiers livres sont publiés dans lesquels une image systématique de l'architecture américaine est donnée. De nouveaux voyages reprennent où cette fois-ci les Russes s'intéressent moins, ici Passorkin, qui est l'architecte en chef de Moscou, s'intéresse moins à New York ou Chicago qu'à Los Angeles, à tel point qu'en 1966, c'est en Russie qu'est publiée la seule traduction d'un livre très important de Victor Grun, l'inventeur du shopping mall moderne, architecte d'origine viennoise. Les Russes imaginent à l'époque, dans la Russie post-khrouchtchevienne, que l'ère de la consommation va arriver et qu'ils pourront donc avoir accès à tous ces produits qui avaient été montrés à l'exposition de 1959, et ils s'y préparent en étudiant la construction des shopping malls. C'est aussi à ce moment-là, et c'est le dernier voyage dont je voudrais parler, que l'idée apparaît que les Russes, désormais, ont des usines. Ils en achètent encore. Ils achètent encore l'usine Fiat de Togliatti, qu'ils transportent à Togliatti pour produire des automobiles Fiat dans les années 60. Mais pour l'essentiel, l'industrie existe. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de fabriquer des produits assez séduisants ou assez convaincants, à la fois pour un marché intérieur plus exigeant et pour l'exportation. Et pour cela, eh bien, ils ne font plus appel à Kahn ou à Ford, ils font appel au roi du style industriel, qui est Raymond Loewy, un des inventeurs du streamlining, du carénage. Et donc Loewy signe des accords avec les Russes, il participe fortement à la création de l'Institut du design, le VNIT, en Russie, en conseillant les soviétiques. Il dessine une voiture pour Moskvitch, en essayant de réfléchir sur ce qui peut être du goût des consommateurs russes. Il dessine un réfrigérateur, l'intérieur d'un avion, des bateaux à ailes porteuses. Bref, il est invité à donner forme
aux produits de l'industrie soviétique, ce qui d'ailleurs ne marchera pas vraiment. C'est aussi le moment où finalement les Russes construisent soviétiques construisent à Moscou un World Trade Center sur le modèle de New York, où ils semblent enfin arriver au seuil non pas d'une parité, la parité, ils ne l'ont jamais atteinte que dans le domaine de l'armement, mais une sorte d'égalité au moins symbolique avec l'Amérique. Mais c'est aussi le moment où le régime, miné par ses contradictions et la course aux armements, notamment la guerre des étoiles de Ronald Reagan, c'est le moment où le régime s'effondre et où avec lui s'effondre le mythe américain, ce que signifie cette chanson qui conclut l'exposition du groupe Nautilus Pompilius de 1985, Goodbye America. Et je vous invite à méditer sur ces paroles pour conclure. Adieu à l'Amérique, où jamais je ne suis allé, adieu à tout jamais. Dans tes jeans, je suis trop à l'étroit dans tes jeans râpés, on nous avait si longtemps appris à aimer tes fruits interdits. Donc adieu à l'Amérique, adieu à ce rêve, et dans le même temps, évidemment, 85, c'est l'année où Mikhail Gorbatchev prend le pouvoir. Très rapidement, adieu à l'Union soviétique. Merci.